chauffage fioul. Repousser les limites, pour conquérir de nouveaux territoires, pour voir plus loin, Peugeot a créé la 605. Peugeot 605, la volonté de voir grand. Homme, exclusivement homme, pour les cheveux des hommes. L'Oréal crée Formule Homme aux oligo-éléments. La force des oligo-éléments pour la résistance des cheveux. Le shampoing tonifie. La lotion revitalise le cheveu à la racine. Le concentré actif dynamise la croissance du cheveu. Il régénère. Jour après jour, avec Formule Homme, gardez toute la force de vos cheveux. Formule Homme de L'Oréal. L'événement du Festival de Cannes 89, enfin dans vos salles de cinéma. Toto, tu n'entreras plus au cinéma, tu m'as entendu? Alfredo! Va te faire foutre! Du rire aux larmes, de l'émotion au rêve. Philippe Noiret inoubliable et Toto une révélation. Je viendrai te voir au cinéma Paradiso. Un véritable miracle du cinéma, le Cinéma Paradiso, dans toutes vos salles à partir du mercredi 20 septembre. Après cette grande soirée cinéma, dans quelques instants, nous allons retrouver les dernières informations de ce dimanche. Et puis vers minuit 50, la route de la soie. Religion, commerce et culture. La route de la soie qui traverse le désert de Gobi est l'un des fils conducteurs qui a relié la Chine à l'Occident. Visite de ses secrets, ses vestiges et ses forteresses à minuit 50 donc. Pour l'instant, TF1 Dernière que vous présente François Bachy. Bonne fin de soirée sur la Une. Bonsoir à tous. On a encore du mal ce soir à évaluer exactement l'étendue du drame provoqué par le passage du cyclone Hugo sur la Guadeloupe. Les premières informations reçues dans la soirée par le ministère des Dom-Tom en provenance directe de la Guadeloupe font état de 5 morts et de 40 blessés, dont certains grièvement. D'autre part, le cyclone a fait plusieurs milliers de sans-abri et les dégâts matériels sont considérables. Les circuits téléphoniques ne sont naturellement pas rétablis entre la Guadeloupe et la métropole, mais avec Marie-France Tarot, journaliste à RFO Martinique, je vous propose de voir les premières images de la Guadeloupe que nous recevons pratiquement en direct et que nous commente Marie-France Tarot de RFO. La Guadeloupe a été touchée au plus profond d'elle-même par l'ouragan Hugo. Un premier bilan établi par la préfecture de la Guadeloupe fait état ce soir de 5 morts, 40 blessés dont 7 grièvement atteints et quelques 4000 sans-abri. Une première évaluation qui se modifiera dans les heures qui viennent. En effet, on est toujours sans nouvelles de la Désirade et de Marie-Galante, deux petites îles dépendances de la Guadeloupe et où l'on suppose que l'ouragan Hugo aura fait des dégâts considérables. À la Guadeloupe, c'est la Grande Terre qui, semble-t-il, a le plus souffert du passage de Hugo. La préfecture de Guadeloupe parle de lourds dégâts à l'habitat précaire, un réseau EDF gravement endommagé, le réseau routier inutilisable à 70%. Un transal de l'armée a en effet acheminé depuis la Guyane et la Martinique des vivres, des médicaments, des couvertures, des abris pour ceux qui n'ont plus rien. Voilà donc ces premières images de la Guadeloupe. L'île de la Dominique, voisine de la Guadeloupe, a également été très touchée. Dans moins d'une heure maintenant, les premiers secours partis de Paris cet après-midi devraient arriver à Pointe-à-Pitre. D'autres avions ont décollé
où vont décoller au bord de l'un d'eux. Il y aura Louis Lepinsec, le ministre des Dom-Tom. Thomas Hugues fait pour nous le point des moyens mis en œuvre en hommes et en matériel. Cet après-midi, 60 hommes sont déjà partis pour la Martinique. De là, ils décolleront à bord d'un transal pour la Guadeloupe. Car seuls les avions militaires peuvent se poser sur l'île, la tour de contrôle de l'aéroport du Raizet ayant été détruite. Dans une demi-heure, un DC-8 et un Boeing 747 décolleront de l'aéroport de Roissy. À bord, près de 400 hommes et 50 tonnes de matériel, des bâches, des tronçonneuses, des groupes électrogènes, tout ce qui est nécessaire à un secours d'urgence. La métropole n'abandonne pas son département d'outre-mer. La Guadeloupe, frappée par ce cyclone d'une exceptionnelle violence, ne restera pas seule dans cette épreuve. La solidarité nationale est déjà en marche. Solidarité financière également. Le gouvernement a décidé d'indemniser les foyers sinistrés avant même l'établissement d'un bilan précis. Une décision vitale pour les agriculteurs guadeloupéens, notamment les producteurs de bananes dont la quasi-totalité des récoltes a été détruite. Oui, et puis pour tous ceux qui veulent obtenir des informations sur des proches résidant en Guadeloupe, 3 numéros de téléphone ont été mis en place par le numéro des Dom-Tom. Vous allez voir ces numéros s'inscrire sur votre écran. Voilà, si vous habitez en province, vous faites tout simplement le 16 et le 1 avant le numéro. Des numéros qui intéresseront particulièrement la communauté guadeloupéenne de Paris. Axel Girard est allé ce soir prendre le pouls de ceux chez qui, bien sûr, l'inquiétude prédomine. Inquiets, la plupart des Guadeloupéens de Paris sont restés chez eux ce soir dans l'attente de nouvelles informations. Les restaurants antillais ont été quasiment désertés. Bon, à midi, il n'y avait personne. Mais bon, j'ai eu des gens au téléphone, enfin des amis qui m'ont appelé pour me dire est-ce que j'ai des nouvelles. Pour moi, je n'avais pas de nouvelles, effectivement. Et donc, on était vite, quoi. Les gens étaient plutôt intéressés à écouter la radio pour avoir des nouvelles ou la télé. On n'a presque pas eu de monde aujourd'hui. Tous ceux qui ont des proches en Guadeloupe sont sans nouvelles de leur famille depuis plus de 24 heures. J'ai mon frère, ma mère sur place. Justement, c'est plutôt pour ma mère que je m'inquiète. Et puis, bon, depuis hier soir, on essaie de téléphoner. Impossible d'avoir une communication. Moi, je suis de là-bas. Mon père, qui est un non-voyant, c'est très inquiet à ce sujet. Depuis hier soir, à 3 h du matin, je suis en train de pleurer en ce moment. Même cet après-midi aussi, quand je suis rentré à 6 h, je suis en train de pleurer. Je suis rentré ici en train de pleurer parce que moi, je pète. J'ai pas le nouvelle de ma femme et ma fille. On construit, mais peut-être qu'on ne fait pas attention comme les Japonais le font. Ils construisent des immeubles anti-séisme, etc., anti-catastrophes naturelles. Et je pense qu'aux Antilles, on devrait faire la même politique, ne serait-ce que pour pouvoir mettre les gens suffisamment à l'abri et protéger les biens. Donc adapter les constructions aux problèmes de catastrophes naturelles du pays. Et je pense que les autres cyclones à l'avenir auraient beaucoup moins d'importance au niveau des dégâts qu'ils causeraient. La semaine qui vient sera cruciale dans le conflit qui agite les centres de production Peugeot de Sochaux et de Mulhouse. Pour ce dernier centre d'ailleurs, ce sera la 3e semaine de grève. Aujourd'hui, atmosphère de veillée d'armes chez les syndicalistes. Dès demain matin, ils seront 1200 salariés à prendre un train spécial pour la capitale. Objectif, être reçus par la direction générale du groupe. Et si des négociations ne sont pas rapidement ouvertes, c'est la CGT qui pourrait à son tour entrer dans le conflit. C'est du moins ce qu'a déclaré ce soir le président de ce syndicat, Paul Marchelli. Vous vous souvenez sans doute, il y a 3 ans à Paris, le Septembre Noir. La France était la cible des terroristes du Proche-Orient. L'attentat de la rue de Rennes avait été le dernier d'une longue série, mais aussi le plus meurtrier. Aujourd'hui, commémoration pour toutes les victimes du terrorisme, en présence du président de la République et du maire de la capitale, Jacques Chirac. L'occasion aussi de faire le point sur l'enquête menée depuis lors avec Laurent Delsol. Devant le 140 de la rue de Rennes, le président de la République, de nombreuses personnalités politiques, tant de droite que de gauche, le maire de Paris et les familles des victimes se sont recueillis en silence. À cet endroit était commis le dernier, mais aussi le plus meurtrier d'une dizaine d'attentats. 7 morts et 51 blessés. Cette série aura fait au total 13 morts et 250 blessés. Tous avaient été revendiqués par le mystérieux CSPPA, comité de solidarité avec les prisonniers politiques arabes et du Proche-Orient. Un comité qui réclamait la libération de 3 terroristes, dont Georges Ibrahim Abdallah. Les enquêteurs se mettent alors sur la piste de ses frères, mais en mars 87, la DST démantèle un réseau pro-iranien dirigé par Fouad Ali Saleh qui servait de soutien logistique aux poseurs de bombes. Des explosifs sont découverts, ils sont du même type que ceux utilisés lors des attentats en question. La piste iranienne se confirme, le dossier est confié au juge Boulouk.
Il fera inculper Fouad Ali Saleh et 2 Marocains de complicité d'assassinat. Puis il veut entendre Vahid Gorgi, un interprète iranien. Celui-ci se réfugie dans son ambassade pendant 4 mois. Il en ressortira le 29 novembre 87, libre, après s'être entretenu avec le juge Boulouk. 7 nouveaux mandats internationaux ont été lancés en avril dernier contre des Libanais membres présumés du Hezbollah. En 3 ans, l'enquête a permis de démanteler le réseau logistique, les coordinateurs de la série d'attentats, mais n'est toujours pas parvenu aux poseurs de bombes, dont un certain Bassam, auquel le réseau de Saleh a prêté assistance à Paris. Autre domaine, autre enquête, l'an dernier, un attentat contre le foyer Sonacotra de Cagnes-sur-Mer avait fait 1 mort et 12 blessés. Cet attentat aurait été encouragé par Claude Cournillot, qui vient d'être inculpé. Claude Cournillot est le président d'un groupuscule d'extrême droite, le Parti nationaliste français et européen. Il est actuellement écroué à la prison de Grasse. Le Bébête Show ne commence que demain, mais Jean-Pierre Chevènement, invité ce soir d'Anne Sinclair à 7/7, a déjà voulu donner à réfléchir aux bébêtes. Réagissant au surnom d'Hercule donné à Michel Rocard, le ministre a déclaré « Cela le classe parmi les demi-dieux. Il faut croire que les ministres ne sont que de simples héros. » Après 1 mois de prison à Kaboul, Xavier Lemire est arrivé libre ce matin à Paris. Les traits tirés mais le visage souriant, ce kinésithérapeute de l'association Handicap International a raconté sa captivité. Il a déclaré avoir été soigné correctement par les Afghans. Les nouvelles de l'étranger, tour d'horizon avec Sylvie Collin, l'Espagne, la situation au Liban et la politique israélienne. Relance de l'activité diplomatique au Proche-Orient. Le ministre israélien de la Défense, le travailliste Yitzhak Rabin, doit se rendre aujourd'hui en Égypte pour des entretiens avec le président Moubarak. Objet des discussions, un projet d'élection dans les territoires occupés. Plus précisément, les 10 propositions avancées par l'Égypte. Toutes sont d'ores et déjà rejetées par le Likoud, le parti du Premier ministre Yitzhak Shamir. Léger espoir au Liban, la Syrie a accueilli favorablement le plan de règlement de la crise présenté samedi par le comité tripartite de la Ligue arabe. Un plan salué par la communauté internationale. L'émissaire algérien est arrivé à Beyrouth. Dans la capitale libanaise, l'appel à un cessez-le-feu immédiat semble avoir été entendu. 2 séparatistes basques tués, 26 autres interpellés, c'est le bilan d'une opération menée ce week-end par la police espagnole. Les 2 militants de l'ETA circulaient samedi soir sur une autoroute près d'Irun lorsque la police a intercepté leur camion. Une fusillade a alors éclaté. L'opération a permis de saisir de nombreux explosifs et une grande quantité d'armes. La collision a été spectaculaire ce matin entre 2 pétroliers en mer du Nord. Pour l'instant, la pollution serait mineure, d'après les gardes-côtes. Plus de 500 tonnes de carburant se seraient quand même déversées dans la mer du Nord. Les équipages, eux, ont pu être évacués par hélicoptère alors que les incendies étaient déclarés à bord et qu'on avait un peu de mal à les éteindre. Attaque ce soir au casino de Cassis. 4 hommes armés ont fait irruption dans le casino, obligeant les 200 clients à se mettre à plat ventre. Ils ont pris la recette, les 4 hommes ont pris la recette et se sont envolés. Sport du Brésil, Patrick Tillet nous amène en moto voir le trophée Lancôme avant de rebondir à Copenhague sur une trampoline. Alors vous remettez tout ça dans l'ordre, vous triez et vous avez les différents championnats de la journée. Le pilote américain Kevin Schwantz sur une Suzuki a remporté le Grand Prix du Brésil dans la catégorie des 500 cm3, dernière épreuve comptant pour le championnat du monde des pilotes moto. Son compatriote Eddie Lawson, au guidon d'une Honda, a terminé lui en 2e position et enlevé surtout le titre mondial. L'Argentin Eduardo Romero a remporté la 20e édition du Trophée Lancôme sur le parcours de Saint-Nom-la-Bretèche, dans le département des Yvelines. Inconnu du public français, Romero, qui a 35 ans, avait déjà fait parler de lui lors du dernier British Open, qu'il a terminé en 8e position. Il est le premier Argentin à avoir enlevé le Trophée Lancôme et il a empoché pour cela un chèque de 750 000 francs. Enfin, elles sont françaises, elles se nomment Nathalie Treille et Christelle Giudicelli et elles ont remporté la médaille de bronze du double des championnats d'Europe de trampoline, épreuves qui se sont déroulées ce week-end à Copenhague, au Danemark. Quand on aime, non seulement on ne compte pas, mais en plus on partage. Un adage appliqué par 3 copains, fans de Harley-Davidson, sur leur machine. Ils ont emmené pour un petit tour des enfants handicapés de l'hôpital de Garches au rendez-vous Frédéric Delpech.
10h ce matin, devant l'hôpital de Garches, 70 Harley-Davidson au rendez-vous, presque autant d'enfants. Pour eux, c'est le grand départ, une aventure en forme de voyage. Dernier préparatif, on attache les sangles. Bien attaché? Oui. Tu as peur, non? Ouais. C'est impressionnant. Tu as pas peur, là? Non. On the day I was born, a gypsy woman told my mother, you got a boat shot coming, girl. It's gonna be a son of a gun. It's gonna make pretty women. 40 km/h au maximum, suffisamment pourtant pour donner le frisson. Une demi-heure après le départ, c'est l'arrivée au Champ de Mars. C'est génial. Je me serais cru à la place de Marlon Brando. J'ai souffert un peu, mais ça vaut la peine pour un moment comme ça. Les motards, eux aussi, sont satisfaits. C'est l'occasion de montrer que l'image qu'on se fait d'eux ne correspond pas forcément à la réalité. Dans la tête des gens, tout ce qui est un petit peu libre, on associe ça à la malveillance. Donc ça, c'est pour donner une autre image. Ça, c'est pour donner une autre image. Et puis pas que ça, c'est un but humanitaire. Et puis parce qu'on le ressent au fond des tripes, c'est tout. Un succès pour ce premier rallye. Les organisateurs veulent renouveler l'expérience l'année prochaine. Les enfants sont bien sûr d'accord. Ouvrez, ouvrez la porte au château. Les records de fréquentation ont été battus pour la 6e journée portes ouvertes des monuments historiques. 7700 musées, hôtels, églises ou châteaux étaient ouverts au public à Paris, mais aussi en province. Un exemple, le château de Lagrange à Manon, visite guidée pour nous en musique avec Florence Marchal. En cette année de bicentenaire, les troubadours ne vont plus à la cour, c'est la cour elle-même qui assure le spectacle, qui se déguise et se met en scène pour faire revivre et découvrir son passé. 20 fantômes ont profité des portes ouvertes du château de Lagrange pour revenir le temps d'une journée hanter les lieux. Monsieur de Lagrange ne vous a point répondu. Tenez-vous-le pour dit. Et quoi, ma sœur? Est-ce ainsi que vous parlez à un roi? Le bel arbre que nous voyons encore aujourd'hui, que nous appelons Louis XIV, devait probablement être planté à ce moment-là. Comme c'est lointain. Bonne chance, mon petit Jean. Ces scénettes n'ont pas pour seul but de distraire. C'est pour la propriétaire du château, la comtesse de Sélancy, une manière élégante de signaler aux visiteurs que l'entretien d'une telle demeure revient très cher. Un état de fait qui n'échappe pas au ministère de la Culture. Il y a quelques jours, Jacques Lang a annoncé que des crédits seront débloqués afin d'améliorer le fonctionnement et l'entretien des monuments historiques. Les fantômes vont pouvoir dormir tranquilles. Voilà, et tout de suite après ce journal, la météo de Catherine Laborde. Demain matin, les premières informations avec Jean-Michel Leliot et Gérard Carrérou qui recevra le député RPR Michel Péricard. Demain soir, Jean-Claude Narcy pour votre dernier journal. Les infos sur TF1, 24 h sur 24, en téléphonant au 36 65 4 3 2 1. La nuit est douce et les nuages peu nombreux. Ils seront encore peu nombreux demain après-midi. Regardez la carte du temps prévue par la Météo nationale. Des nuages plus nombreux cependant sur l'est du pays, du Jura, ici jusqu'au Languedoc, avec un vent toujours de sud sur le golfe du Lion, un vent d'autant, et puis des rafales de vent plus importantes sur les côtes de la Manche, un vent de sud-ouest avec des rafales dépassant 50 km à l'heure. Un très joli ciel sur l'ensemble du pays avant l'arrivée d'une perturbation qui donnera dès la soirée quelques gouttes ici sur le nez de la Bretagne, sur le Finistère. Les températures resteront demain matin et demain dans la journée au-dessus des normes. Le maxima prévu à Brest est de 20 degrés et à Toulouse 30 degrés sous un chaud soleil estival. Voilà, il me reste à vous souhaiter une très douce nuit et de passer une très bonne semaine. Je vous retrouve des Potrons Minés avec Jean-Michel Leliot. À tout à l'heure, bonne nuit. La sauvegarde, l'assurance GMF pour tous. L'ivresse des paysages envoûtants, la rencontre avec des hommes différents, la découverte de lieux à
peine imaginable. Sirocco, l'évasion totale. Carlos sur toutes les rives du rêve, Sirocco sur la une. Sirocco, ce sera justement le deuxième rendez-vous de cette soirée de lundi. Le premier, qui démarrera à 20h35, aura pour titre Pause café, pause tendresse. Un homme à la dérive et sa fille décidée à ne pas le laisser mourir. Alcool, chômage et misère humaine. Véronique Jeannot à la clé.